si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey voilà, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Alors je tenais déjà à vous dire que depuis le début de cette aventure, nous sommes bientôt à 200 000 écoutes, c'est assez dingue. C'est assez incroyable. Vous êtes environ 70 000, plus précisément 78 000 personnes à avoir écouté ce podcast. C'est juste incroyable. Herman au montage et moi tenions à vous dire merci. Merci. C'est aussi l'occasion de remercier notre partenaire, l'ONG Free Press Unlimited, qui nous accompagne tout au long de cette saison numéro 2, qui se terminera avec le prochain épisode. Free Press Unlimited est une ONG qui souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au Covid-19. Ainsi, à la fin de cet épisode, comme les précédents, vous retrouverez un échange entre le docteur Steve Moukam et Herman Com. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Vous pourrez aussi retrouver le lien dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Encore ou Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Rosine. Et j'espère que voilà, son histoire, comme les autres, vous parleront. Bonjour Rosine. Bonjour Diane. Comment ça va? Ça va très bien. Alors tu connais la traditionnelle question du podcast qui est Si maman m'avait dit. Qu'est-ce que tu aurais aimé en tout cas que maman tout à fait te dise? Alors à cette question, quelle est ta réponse? En fait, j'aurais aimé que ma mère me parle de mon père. En fait, en Afrique, c'est quelque chose dans certaines familles en tout cas, c'est quelque chose de tabou. Du coup, le fait de ne pas le connaître, ça joue en fait dans ma vie de femme, ma vie d'enfant, ma vie de jeune fille. Et ça impacte jusqu'à présent mon quotidien. Qu'est-ce qui est tabou? Le fait de pas avoir un père. Je sais pas, en fait, j'essaie souvent de me mettre à la place de ma mère pour savoir pourquoi c'est si tabou pour elle, en fait, de parler, de parler de lui, de parler de leur histoire. Et c'est pour ça que je dis c'est tabou, en fait. À quel moment tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de papa? Je pense que c'est très tôt dans l'enfance, certainement à l'école, je vais dire. Je sais pas, peut-être la CIL ou le CP. Tu as grandi où? Au Cameroun. Tu es né au Cameroun? Je suis née au Cameroun, à Yaoundé. Et en fait, déjà même ma mère n'était pas présente. J'ai grandi bercée entre ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc on était ballonnés à gauche, à droite, selon les endroits où on affectait ma grand-mère, qui était enseignante. D'accord. Et ta maman, elle était où? Ma mère, elle était dans ses voyages. Et voilà, on la voyait souvent pendant les fêtes de fin d'année, mais c'était pas tout le temps. Tu avais des frères, tu as des sœurs? Oui, on est 6. De la même maman? De la même maman, mais pas du même père. D'accord. Combien ont le même père? Aucun. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et à l'école, tu vois les autres avec leurs parents, tu te poses des questions, mais après, tu apprends à grandir avec, jusqu'à ce que tu deviennes adulte et là, tu ressens le besoin de chercher tes origines, de savoir qui est ton géniteur, de mettre un visage sur ce nom de père. Les 6 enfants étaient élevés par ta grand-mère et ton arrière-grand-mère? Non. Moi, j'étais avec ma grande sœur, ma petite sœur par son père, mon petit frère par son père, et les 2 autres... non, ma petite sœur par son père, le dernier par ma mère. D'accord. Et à quel moment tu as été élevée par ta mère? Jamais. D'accord. Donc finalement, tu as grandi sans maman, sans papa, mais ton rôle finalement de mère était par ta grand-mère. Et mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Est-ce que tu avais l'impression petite, on va dire de 0 à 10 ans, d'être un enfant? Tu savais que ta grand-mère était ta grand-mère? Non. Tu pensais que c'était ta mère? Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je commence à comprendre des choses. Ça veut dire... 7-8 ans?
Voilà, c'est ça, 7-8 ans. Et comme je dis, des fois, ma mère venait pendant les fêtes. Et c'est là qu'on avait les cadeaux et qu'on comprenait qu'en fait, c'était elle. D'accord. L'adolescence, c'est un moment important pour une femme Oui. ou pour des êtres humains. Comment était ton adolescence? Chaotique. Parce C'est-à-dire que j'étais un enfant... c'est pas que je me suis considérée comme un enfant abandonné, mais tout autour de moi, bien que je vivais avec ma grand-mère, c'était pas l'amour en fait. On nous rappelait, ma grande sœur et moi, qu'on était des bâtardes, que voilà. Et le fait que ma mère ne soit pas là pour nous défendre, moi, ça me faisait devenir... En fait, je suis devenue une fille sauvage. Je peux dire ça comme ça, je me battais tout le temps. C'était ça en fait. Donc, qui vous disait ça? L'entourage, la famille, des fois même ma grand-mère. Parce que, bon, en fait, il y a un truc dans ma famille, c'est la personne qui ramène l'argent, c'est cette personne qui est la plus aimée, en fait. Du coup, on nous le faisait ressentir. Et ta mère ramenait de l'argent? Ma mère, elle n'était pas présente. Et même si elle envoyait l'argent, parce que ça, elle nous l'a dit après, nous, on n'était pas au courant. Du coup, c'était ça, en fait. Ma tante, paix à son âme, qui est décédée, elle qui ramenait l'argent, qui était présente, en fait. Et parce que dans la maison, il y avait ma sœur et moi, il y avait aussi mes cousins. Et c'était elle la plus aimée, en fait. Parce que pendant les fêtes, il y avait les cadeaux, les trucs comme ça. Que ça venait d'elle, en fait. Du coup, c'était un peu ça. Parle-moi un peu de ton adolescence, dans le sens où... comment tu te sentais? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent à l'adolescence qu'on comprend le monde dans lequel on vit, que on apprend à comprendre aussi ce qu'on ressent. Des fois, on n'arrive pas à l'exprimer. C'est pour ça qu'on peut être un peu... combattant ou nerveux, parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ce bouillonnement de sentiments, d'émotions qui remontent. Mais tu as 15 ans, tu vis à Yaoundé, tu ne connais pas ton père, ta mère n'est pas présente, tu ne ressens pas l'amour depuis toute ton enfance finalement. Qu'est-ce que cette fille elle ressemble à quoi, cette fille de 15 ans? Garçon manqué, qui se défendait avec les coups, je luttais beaucoup. Et j'étais rebelle aussi, j'ai essayé de me défendre comme ça. Et en fait... Pourquoi tu penses que tu étais rebelle, tu étais garçon manqué? Parce que, honnêtement, je l'étais. J'étais la fille qui avait la touffe, jalapin. C'était une volonté? Je sais pas comment le dire. Même à l'école, en fait, les gens qui m'ont connue à l'école, qui me voient maintenant, par exemple, sur Facebook et tout, ont du mal à me reconnaître. Parce qu'à l'époque, c'était les baggy, c'était les polos. En fait, pour moi, comme je faisais tout comme un homme, je voulais vraiment être un homme, quoi. Du coup, c'était ça, en fait. Et je sais que, par exemple, moi, ma grande sœur, elle était plus coquine. Mais moi, non, en fait, parce que, voilà, il fallait se défendre. Les gens qui te taquinaient à l'école, qui t'embêtaient et tout ça. Donc, moi, c'était ça, en fait. Et l'adolescente de 15 ans avait ce manque d'affection, ce manque d'amour qui, avec le recul, je me dis, en fait, il y a que, par exemple, mon arrière-grand-mère qui me le donnait. Parce que c'était ma marraine, parce que elle sentait que par rapport aux autres enfants de la maison, on avait ce manque-là, ce manque d'affection, ce manque d'amour, que ce soit du côté du père ou de la mère, en fait. Et je peux pas en vouloir à ma mère parce que ma mère, quand elle raconte, en fait, le truc, c'est ça, c'est tabou. Elle ne va pas nous dire en nous. On va apprendre que oui, elle aussi, elle a été abandonnée par sa mère, ma grand-mère qui est venue en Europe avec son mari dans les années 60 et qui a été élevée par mon arrière-grand-mère. Donc, j'ai l'impression que c'est le chemin là. C'est le cycle. Voilà. C'est un cycle. Et en fait, j'ai envie, si je parle, c'est vraiment pour le briser. Oui, justement. parce que sinon tu peux refaire Exactement, la même chose. c'est ça en fait. Et le fait de pas pouvoir, qu'elle ne puisse pas nous parler, moi, en fait, ça m'embête, en fait. Parce que je me dis, peut-être inconsciemment, elle est en train de reproduire les mêmes erreurs que sa mère auparavant. Et c'est vraiment dommage. Ça a l'air d'être un peu ça, en tout cas. J'ai l'impression. On parle beaucoup de cycles. Et on dit qu'il y a une génération, il y a une personne qui doit briser les cycles. Exactement. Sinon c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de justement parler. Parce que la parole, ça libère. Et j'ai vraiment envie de me libérer. Alors, Rosine, revenons à toi aujourd'hui. C'est quoi ta vie et tu disais tout à l'heure que le fait de ne pas avoir su qui était ton père a rendu ta vie plus ou moins chaotique. C'est vrai. À quel moment tu t'es dit je suis dans un chaos total? Quand j'ai 14 ou 15 ans, ma grand-mère me change d'établissement. Et là où je m'en vais, je suis dans un foyer en fait. À cet âge-là, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin d'être protégé. Mais je suis laissée à moi-même en fait. Et je subis un viol à cet âge-là et j'essaie de mettre fin à ma vie.
Et en fait, c'est à partir de là que les choses... en fait, que je me rends compte que je suis vraiment seule, quoi. Et il n'y a ni ma mère pour me défendre, ni mon père. Et c'est un peu ça. Tu as 14 ans. 14 ou 15 ans. 14-15 ans. Tu es violée dans un foyer. C'était un internat? C'était quoi? En fait, la personne qui l'a fait était à l'internat. Et en fait, c'était censé être ma première relation. Et voilà. En fait, la personne m'invite, c'est les trucs de kermesse, là, fin d'année, là. Et on est censé causer et on marche. Ce que je savais pas, c'était que la personne avait pris la chambre dans une auberge. En fait, je me retrouve là-bas. Et coincée entre 4 murs. J'essaie de me défendre comme je peux, mais voilà, l'homme étant plus fort que la femme, c'est un peu ça. Et moi, en fait, je me sens souillée, je me dis, de toute façon, personne ne m'aime dans ce monde, autant y mettre fin, quoi. Et qu'est-ce que tu fais? En fait, quand c'est fini, personne a commencé à rigoler. Et moi, je me suis enfuie de l'auberge. Je suis retournée là où j'habitais. Et là-bas, en fait, il y avait une quincaillerie. Parce que le propriétaire, en fait, il avait une quincaillerie. Et en fait, moi, j'ai voulu vraiment mettre fin à mes jours. Donc, j'ai pris... c'était comme le pétrole, en fait. C'était tout blanc. Tu sais, à l'époque, là, c'était pas comme maintenant où c'est vert, là. Donc, j'ai mis dans un gobelet. Et moi, je trouvais que c'était... En fait, dans ma tête, c'est genre, non, ça doit être trop amer. Donc, j'entre dans la chambre pour prendre du sucre. Et quand je reviens, le verre avait dissous. Donc, c'est là que je comprends que c'est pas le pétrole. C'était certainement l'acide, en fait. Et là, je réalise ce que je voulais faire. Donc, je pleure et je me dis, non, faut pas, plus jamais, quoi. C'est que le suicide n'est pas forcément la solution. Et c'est là que je suis devenue, en fait, un peu plus dure. Du moins que j'ai le caractère que j'ai maintenant. Est-ce que c'est à ce moment où tu es devenu garçon manqué ou tu as plus voulu montrer la femme que tu étais? J'ai plus voulu montrer la femme que j'étais, en fait. Parce qu'en fait, garçon manqué, je pense que depuis l'école primaire, je l'étais. Parce que les enfants ne sont pas si doux qu'on le pense. Ce qui fait que je me défendais déjà. Mais ça a encore accentué le truc et... J'ai vraiment mis une barrière entre les garçons et moi, en fait. Mais ça c'était un truc où je me disais, peut-être que si j'étais dans une famille normale, comme les autres familles, ça n'aurait pas eu lieu, tu vois. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? J'en ai parlé qu'à ma petite sœur. Directement ou bien? Non. Vu que ma petite sœur ne vivait pas avec nous, en fait. Je suis avec ma grande sœur. Ma petite sœur était chez son père. Et son père, il avait bien plus de moyens que nous. Donc, du coup... c'est récemment, là, c'est quoi? Ça fait même pas 1 an que je lui en ai parlé parce que moi, je me sentais sale, en fait. Et j'avais écrit dans un arlequin, dans les... Agenda. Et ma mère était tombée dessus. Elle a lu. Et elle m'a tapé. Au lieu de me poser les questions, justement, par rapport à tout ça. Voilà. Ta mère ou ta grand-mère? Ma mère. Elle était tombée sur l'agenda? Oui. Où tu avais écrit « Je suis sale ». Mais tu avais dit pourquoi tu étais sale? Elle a pas cherché à savoir, en fait. Quand elle a vu le truc... Non, mais je parlais vraiment de viol, en fait. C'était pas genre « Oui, je suis sale » et tout. J'expliquais les étapes, comment ça s'est passé, comment je me sentais et tout. Du coup, c'est un peu ça. Elle avait pris, je crois qu'elle soit elle avait brûlé, soit elle a jeté dans le cabinet et qu'elle voulait pas en entendre parler. Et puis, on n'en a plus jamais parlé. Donc, c'est ça, en fait. Ce truc tabou où tu peux même avoir les trucs qui se passent dans ta vie, mais tu sais pas à qui te confier. Parce que je pouvais pas en parler à ma grand-mère. Elle m'aurait dit, oui, c'est toi qui es partie vers l'homme. Pourtant, c'est pas le cas. Ma mère n'est pas présente, ou même quand elle est là, furtivement. Je peux pas en parler parce que silence radio, tout est tabou, quoi. 15 ans, tu vis ce que tu peux considérer ton premier, enfin, peut-être ton deuxième chaos, parce que le premier, c'est d'être seul. Exactement. Découvrir que tu n'es pas... Exactement. Aimé, d'ailleurs, on dit que tout le monde a 5 blessures, donc on va peut-être aller sur ce volet, de te dire la première blessure, c'est d'avoir le sentiment d'être abandonné par tes parents. Est-ce que la deuxième, on peut dire que c'est ce viol? Oui. La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est la rupture familiale, en fait. J'étais déjà à Paris à l'époque. Bon, après, je veux juste dire un truc, c'est que j'ai pas de rancœur par rapport à ma mère, en fait. J'ai juste envie de comprendre des étapes, même ce qu'elle-même, elle a subi. Tu n'as pas toujours eu de rancœur, tu n'as jamais eu de rancœur, ou tu as J'ai eu de la colère. J'ai eu de la colère. Peut-être par moments, j'ai eu à la détester parce que je me disais, une mère qui aime ses enfants va les protéger. Mais quand, avec du recul, tu apprends ce qu'elle-même aussi, elle aurait vécu. Parce que bon, ça sort pas de sa bouche, donc du coup, voilà.
Et c'est un peu ça. Bon, je parlais de rupture familiale parce que ma mère, elle s'est battue pour que tous ses enfants puissent monter ici. On est tous là. Et, Donc tu es arrivé en France quand? À quel âge? 20 ans. À 20 ans. Et c'est là où il y a eu la rupture familiale? Non, quand je suis arrivée en France, déjà, en fait, la rupture familiale, c'est même depuis le Cameroun. Parce que, comme je dis, c'est la personne qui a l'argent qui est la plus aimée. Et les autres, en fait, sont un peu laissés pour compte, quoi. Et même en vivant avec ma grand-mère, c'était pas trop ça, quoi. C'était, on te rappelle que tu es l'enfant de la bâtarde, ou bien toi-même tu es bâtarde, les trucs comme ça. Donc, mais moi, je suis quelqu'un de très famille. Du coup, réellement, la rupture se fait quand je quitte Paris. Je quitte Paris parce que l'un de mes oncles me met dans les problèmes. Et je me dis, de toute façon, toute ma famille est sur Paris. Il n'y a personne qui montre que non, si tu as un souci, tu peux compter sur moi. Donc, c'est comme ça que je décide de quitter Paris. Tu quittes Paris pour aller où? En Haute-Savoie. D'accord, intéressant. Quatrième rupture, enfin quatrième blessure. Je pense que c'est mon rapport avec les hommes. Alors, c'est quoi ce rapport avec les hommes? On dit que beaucoup de femmes qui ont des daddy issues, elles vont rechercher leur père, elles vont avoir peur. Et quand en plus toi tu dois coupler avec la peur, le syndrome de l'abandon, c'est aussi parce que si tu as l'impression que tes parents t'ont abandonné, tu risques de porter le syndrome de l'abandon où tu as besoin que constamment on te prouve que on va être là pour toi. C'est exactement ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter? En fait, le rapport avec les hommes, c'est vraiment chaotique parce que déjà par rapport à ce que j'ai subi dans le passé, j'ai du mal à faire confiance. Du coup, tu parles du viol? Oui. Donc tu n'as pas encore fait le deuil de ton viol? Je ne pense pas. Ouais. Je pense parce que je pense que je fais partie des filles qui on le dit souvent à les africaines, tu vas pas aller voir un psy parce que tu te dis non, c'est pas pour nous. Donc du coup j'ai introverti le truc et ça fait que même jusqu'à présent c'est encore ancré en moi, quoi. Donc avec les hommes c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quoi compliqué? Compliqué en fait. Même si un homme fait l'épreuve, pour moi, j'ai l'impression que c'est par intérêt, il attend quelque chose. Que peut-être la personne va partir quand il aura ce qu'il veut. Que peut-être que au final, il va aussi m'abandonner comme mon père. Donc c'est un peu ça. Et c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu es célibataire actuellement ou en couple? Je viens de me séparer. C'était compliqué ou c'était important de te séparer là? C'était compliqué parce que le fait qu'on ne soit pas de la même tribu, sa famille ne m'acceptait pas et il me défendait pas, donc au final on s'est séparés. Après combien de temps? On a fait 2 ans de relation. Et il était quoi? L'ami. Pas évident, c'est encore incroyable. Ouais, donc que chez nous, c'est ça. En plus c'est dans des situations où on peut pas être avec quelqu'un qui est camerounais comme soi. Exactement. Surtout que voilà, la personne vit ici. On va dire bon, c'est souvent dans nos villages, mais je me dis, quand tu es déjà ici, tu dépasses ce truc-là, tu vois. Parce que tu côtoies d'autres nationalités, du coup, bref, c'est un peu ça. Est-ce que c'était une histoire chaotique ou c'est les précédentes histoires qui ont été chaotiques? Et dans cette histoire, tu as fait mieux? Je pense avoir fait mieux parce que je me suis plus ouverte. Parce que je sais que je suis très... C'est pas volontaire, hein. Je suis très sur la défensive. Je suis, sans même le vouloir, on me dit... En tout cas, toutes mes relations m'ont toujours dit que je suis dure. Et moi-même, je suis... Des fois, quand je fais une rétrospection, je me dis, ouais, baisse un peu, c'est trop dur. Mais c'est pas volontaire, en fait. Les autres relations, des fois, c'est la distance qui nous a séparés. États-Unis, Paris... avec le temps, la distance, ça use, quoi. Ça use les sentiments, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait que les relations avec les hommes étaient chaotiques? Est-ce que tu peux raconter des histoires? Est-ce que tu peux raconter des scènes pour que l'on comprenne? Est-ce que tu t'es mis dans des situations qui n'ont pas été à ton avantage? Est-ce que tu as une capacité plus élevée que moi, par exemple, d'être résiliente dans une histoire de couple? Ou toi, tu préfères être celle qui part de peur qu'on l'abandonne? Enfin, moi, je pense que je suis celle qui, au moindre petit truc... Je pense que je pars. De peur d'être abandonnée, je préfère prendre les devants. Je pense que j'ai aussi peur de
comment le dire, de m'investir à fond et que au final, que ce soit pour rien, quoi. Et en fait, toutes les fois où j'essaye, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe. Comme là, j'étais 100% dedans, j'avais baissé le cœur, comme on dit, mais au final, voilà, il y a toujours un truc qui se passe et t'as l'impression que bon, peut-être le problème c'est toi. Et un exemple d'une relation chaotique. Bon, peut-être chaotique, c'est le mot est trop... Mais c'est en fait quand tu tombes sur un homme narcissique qui te dévalorise parce que voilà, peut-être tu lui tiens en tête. Et on sait bien que nos frères Kamel n'aiment pas ça, donc c'est un peu ça en fait. Donc c'est les injures, c'est les menaces, c'est les trucs comme ça et voilà. D'accord. Moi, je trouve ce point important parce que l'homme avec qui on se met peut soit avoir l'image d'un père qu'on a idéalisé ou imaginé, ou être un homme catastrophique. Comme ça nous conforte que tous les hommes sont catastrophiques. Exactement. Et de toute manière, l'homme là, il va partir parce qu'il est catastrophique. Et donc, c'est comme ça qu'on reproduit des cycles. Est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'il y a une de tes relations qu'on peut regarder ou comprendre? Est-ce que la dernière, est-ce qu'au milieu, est-ce qu'il y a une relation qui était vraiment une sorte qui t'a permis de faire une introspection sur toi-même et de te questionner? Est-ce qu'il y a une de tes relations, c'est la dernière relation, ou il y a une relation qui était particulièrement, qui peut être plus ou moins intéressante, même pour les auditrices qui t'écoutent actuellement ou les auditeurs? Ma dernière relation, elle était... Alors, en fait, je vais pas dire qu'elle était chaotique, en fait, parce que je sais que la personne tient en moi, même si on s'est séparés. Et je sais qu'elle sait que c'est réciproque. Mais, tu sais, une relation, c'est deux personnes. Quand on commence à mettre les amis qui sont contre, ou la famille qui est contre, après, ça vire au fiasco, en fait. Donc, la personne voulait qu'on fasse des enfants. Et je sais pas si c'est en faisant les enfants qu'il aurait convaincu sa famille que j'étais la bonne, je sais pas. Certaines personnes pensent ça, que quand l'enfant est là, les parents se disent que... Exactement. Et moi, vu que je connais pas mon père, et je me suis toujours dit que j'allais faire mes enfants dans un foyer. Et que demain, même si demain après-demain on se sépare, au moins, ils sauront qui est leur père. Et il y aura jamais genre le chantage par rapport à ça. Et non, tu vas pas voir ton père et tout, non. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Là, c'est la troisième ou quatrième blessure. La troisième blessure, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une quatrième? D'ailleurs, une blessure, elle peut être toute petite. Je sais pas, peut-être sur le plan amical, je sais pas. Amicalement, tu as eu beaucoup de problèmes avec les amitiés? Je suis quelqu'un d'entière, en fait. Et je donne sans compter. Mais je sais que j'ai une amie, en tout cas, je la prenais pour une amie, qui m'avait présenté quelqu'un. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, tout ce qu'on se disait, la personne, elle rapportait tout au gars. Et lui, en fait, il me parlait sous forme de parabole et moi, je comprenais pas, en fait. Jusqu'au jour où ça a tchakala. Et là, en fait, le vrai visage de la fille a été dévoilé, quoi. Et moi, jusqu'au bout, je me suis pas rendu compte. C'est une fille que je connaissais depuis 2010, en fait. Donc, ma famille la connaissait, mes autres copines la connaissaient aussi, donc c'est un peu ça. Et pourquoi elle faisait ça? Je sais pas, jusqu'à présent, je sais pas. Elle aimait le gars? Le gars m'a dit oui, et elle m'a dit qu'en fait, c'est le gars qui l'aimait. En fait, au final, je sais pas si les deux, ils se jouaient de moi, mais moi, ma personne, c'était la fille, quoi. Je veux dire, au final, si c'est que tu me présentes un gars et que toi-même tu es intéressé par le gars, après, c'est toi qui es pas honnête, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est souvent ça aussi... En fait, soit je fais totalement confiance, soit c'est pas du tout, en fait. Et en amitié, c'est souvent ça, tu fais confiance et après, on te la fait en l'envers. Pourquoi tu as voulu être là? Pour parler, En fait, ça fait du bien de parler. Avant, j'écrivais beaucoup. Et il y a les mots qui restent dans le cœur. Après, en fait, t'as envie d'exploser. Donc, je sais, comme on disait tout à l'heure, la parole libère, donc j'avais envie de m'exprimer. Et je trouve intéressant justement ce que tu fais par rapport à ça, donner la parole aux gens pour pouvoir se libérer. Est-ce que tu as eu une conversation avec ta mère concernant ton père? En fait, une fois, parce que je me suis dit non, il ne faut pas le dire devant les gens. On était juste elle et moi. Et je lui ai dit que je voudrais bien qu'elle me parle de mon géniteur, que maintenant je suis adulte, je peux comprendre des choses. La première fois en tout cas, quand je lui en ai parlé, j'étais déjà... Je sais pas, peut-être 25 ans. J'étais déjà en France et tout. Et elle s'est mise à chialer. Et moi, en fait, j'ai demandé dans la famille,
On parle de viol pour certains. D'autres, c'est que non, en fait, elle avait rencontré le gars à l'internat et après, il est parti poursuivre ses études au Canada. Mais j'ai pas envie que ce soit les autres personnes qui m'en parlent, en fait. Je veux que la vérité sorte de sa bouche, en fait, que ce soit elle-même qui puisse me dire, ma fille, peut-être tu es le fruit d'un viol, tu vois. C'était pas volontaire, j'ai pas voulu avorter. Ou alors, non, ton père et moi, peut-être c'était le coup d'un soir, je le connais pas vraiment. Mais que ça sorte de sa bouche, en fait. Pas que ce soit une tierce personne qui m'en parle. C'est ça, en fait, qui, moi, me fait mal. Parce que je me dis, si réellement elle a eu le même vécu que nous. Parce que quand je parle aussi au nom de mes frères et sœurs, en fait. Parce que on est tous dans la même situation. Eux, ils ont vécu avec leur père, mais la mère n'était pas là. Tu vois. Donc, il y a cette carence aussi affective de leur côté. On est tous là maintenant, elle fait rien pour se rattraper, en fait. Donc, c'est une continuité de ce qui a toujours été. Et c'est ça qui me fait mal. Donc là, il y a le fait de ne pas connaître ton papa et le fait de ne pas avoir sa maman. Exactement. Cette relation. Exactement. Avant de revenir sur le point de la maman, ta mère, elle pleure et qu'est-ce qui se passe? Tu back up ou tu profites de cet instant plus ou moins de fragilité pour avoir une réponse? Elle n'a jamais donné de réponse. Elle a pleuré et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que je me suis dit, si ça doit être un souvenir douloureux pour elle, c'est pour ça qu'elle pleure, ou alors c'est quelque chose d'honteux. Tu vois, en fait, moi, je regarde, je vois ça, en fait, de ce côté-là. Sans le vouloir, tu ne regardes que le côté négatif, en fait. Parce que quelle est la raison qui va faire que tu pleures si c'est pas quelque chose de joyeux? Donc, voilà. Après, récemment, ça fait pas un mois, j'ai relancé. Et là, c'était sur la défensive, c'était sur un peu plus agressive, qu'elle n'a pas de compte à me rendre. Elle est pas au tribunal. Elle-même, elle a vécu sans son père. Et elle n'en est pas morte pour autant. Donc, elle ne sait pas pourquoi moi, je vais la casser la tête pour ça. Et qu'est-ce que tu lui réponds à ça? Que je suis pas elle. Que j'ai le droit de savoir. Que je suis une adulte maintenant. Que je peux comprendre des choses. Et qu'il y va, en fait, de mon bien-être, en fait. Parce qu'au-delà de tout ça, tu ne cherches pas à savoir si tes enfants sont heureux. Si voilà, c'est important pour nous de savoir d'où on vient. C'est pas parce que je vais connaître mon père que je vais forcément aller m'installer avec lui, non. Mm-hmm. Mais au moins, je pourrais aussi faire la lignée par rapport à peut-être sa famille, par rapport à même leur histoire, en fait. Peut-être comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. Ça se pourrait, c'était 2 adolescents qui... Tu es la première? Non, je suis la deuxième. La deuxième. Tu avais une grande sœur aussi? J'ai une grande sœur. Qui vivait avec ton arrière-grand-mère? Ma grand-mère. Et elle connaissait pas son père aussi? Pas du tout. Et qu'est-ce que ta grande sœur et toi, vous vous dites? On se pose la même question. Est-ce qu'elle lui a demandé à ta maman? Oui. Et ta maman lui a dit la même chose? Pareil. Mais moi, j'ai dit que c'était la dernière fois, en fait, que je posais la question. Même si le jour où elle voudra, elle pourra parler. Mais moi, je vais plus lui poser la question. J'essaie de me construire comme ça. En tout cas, j'ai toujours essayé de me construire comme ça. Et c'est pas plus mal, en fait. Franchement, j'aurais aimé qu'elle me dise. Hein. Et jusqu'à présent, c'est mon souhait. Mais je sais pas. Je peux pas forcer une personne à parler si la personne ne veut pas. Aujourd'hui, tu as quel âge? 34 ans. C'est quoi être une femme de 34 ans et être dans ta situation? Là, actuellement. Je pense que s'il y a des gens qui ont vécu des situations pareilles, similaires à la mienne, sans le vouloir, tu es brisé, en fait. Sans le vouloir. Parce que il y a toujours ce questionnement, pourquoi moi, pourquoi... Mais j'essaie d'avancer, en fait. J'essaie de faire avec. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot brisé? Pourquoi toi, quoi? Pourquoi? Brisé, quand je dis brisé, c'est plus sur le... En tout cas, tout ça, c'est plus par rapport à l'affection, en fait. C'est pas sur le plan financier ou autre. Parce que je pense pas que de nos parents, on attend forcément qu'ils nous donnent des sous. Mais par exemple, j'aurais aimé que la première fois que j'ai eu mes règles, que ma mère soit là pour m'expliquer ce que c'était. Ou alors la première fois où, je sais pas, il y a eu ce viol, qu'elle puisse me dire que non, c'est pas de ta faute, que voilà. Tu vois, c'est en fait, c'est par rapport à ça. Ce brisement affectif qui fait que,
c'est compliqué de se construire, en fait. Tes frères et sœurs et toi, vous êtes proches? On est assez proches, oui. Et ceux qui ont vécu avec leur père sont plus ou moins plus équilibrés que ceux qui ont été seuls ou pas? Non, en fait, comme il y a cette carence, parce que au moins, le père, il peut se remarier, mais la femme ne va pas forcément t'aimer. Tu vois. Donc, il y a toujours aussi cette carence affective. Quand je parle avec ma petite sœur qui, elle vivait avec son père, c'était ça, en fait. Elle était choyée par son père, mais la belle-mère ne l'aimait pas. Parce que justement, le père lui donnait plus d'amour peut-être à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça. On est en 2021 et on voit beaucoup, en tout cas, beaucoup de nos proches et derrière notre génération, on a nos parents qui partent pour beaucoup. Et je sais que dans mon entourage, on se questionne toujours sur poser au maximum les questions à nos parents. Parce que si demain ils sont pas là, c'est doublement plus dur. Et ton récit, tu le grappilles comme tu commences déjà à le faire, d'une tante qui te dit qu'il y a peut-être eu un viol, peut-être que c'est pas le cas. C'est beaucoup plus, entre guillemets, sympa qu'un amour qui s'est pas fait parce que la personne a continué au Canada. Et finalement, je sais pas si la personne est au courant que tu existes finalement. C'est ça. Et tu cristallises des histoires qui ne sont même pas ton histoire. C'est ça. Donc, et soit tu as le sentiment que tu dois te dire, soit tu crées ta propre histoire. C'est ce que j'essaye. De te dire que... C'est ce que j'essaye. De te dire que finalement, ta mère, elle te dira peut-être pas. Et vivre avec ça. Accepter. Parce que plus tu essayes, si elle ne te dit pas, ça te brûle, ça te consume. C'est ça. Et ouais. Bah, en fait, c'est ce que... Je pense que la résolution a été de me dire, meuf, vis ta vie, quoi. Mais quand tu vois, par exemple, la relation de certaines de mes copines avec leur mère, et tu vois que ma mère et moi, c'est pas trop ça. Parce que, bah, peut-être le fait qu'elle nous ait pas élevés, peut-être le fait que, bah, je vais dire, grosso modo, elle nous gère pas. Ça fait que, bah, en fait, tu peux vivre ta vie, mais ça te rattrape, en fait. Parce que on sait le rapport par rapport à nos parents en Afrique, c'est sacré. Et c'est un peu ça. De toute manière, ta mère, elle ne te connaît pas. Pas du tout. Elle ne vous connaît pas. Pas du tout. C'est quelque chose où chez nous, on a du mal, en fait. On pense que parce que ta mère t'a mis au monde, elle est censée te connaître. C'est ça. C'est pas ta mère qui t'a élevé. Pas du tout. Des fois, au pays, tu entends une femme qui dit « Ça, c'est même l'enfant de qui ça ?» En fait, c'est pas toi qui l'élève, c'est la nounou qui l'élève. Donc, les mécanismes de ton enfant sont les mécanismes de la nounou. Tout à fait. Et donc, tu as toute une génération de femmes aujourd'hui que je vois au Cameroun ou en Côte d'Ivoire qui essaient, pour certaines, de passer du temps avec leurs enfants parce qu'elles se rendent compte que mon enfant n'est pas... C'est plus l'enfant que j'ai mis au monde, mais il passe tellement de temps avec la nounou que c'est la nounou qui l'éduque. Et tu as plein de personnes qui connaissent pas leurs enfants. D'autant plus quand toi, tu viens en France à 20 ans, tu es adulte. Donc, d'une certaine manière, quand tu viens en France avec ta mère, il y a une confrontation. Elle était déjà là, en fait. Confrontation. Elle était déjà là. Ma mère a eu du mal à me reconnaître à l'aéroport parce que, voilà, quand elle est partie. Et quand moi, je suis venue après le bac, bah, c'était déjà une jeune femme, quoi. Je suis restée chez ma mère, j'ai même pas fait 2 ans. Je me suis dit... parce que c'était toujours les conflits. C'était... on te rappelait que oui, si tu es en Europe, c'est grâce à moi. Tu vois, ce genre de discours. Moi, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon... De toute façon, j'ai toujours vécu sans elle et je vais quitter sa maison et je vais plus jamais revenir. Et c'est ce que j'ai fait 2 ans, 3 ans après mon arrivée ici. J'ai fait mes démarches. J'ai été acceptée à l'université de Cergy. Et le CROUS m'a donné une chambre, un studio, dont je suis restée là-bas jusqu'à ce que je quitte Paris, quoi. Donc, effectivement, non. Parce que... Justement, moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que tu as la chance que t'as pu faire venir tous tes enfants. Ils sont là. On n'est pas on n'est pas des bandits, en fait. Chacun essaye de s'en sortir à sa façon. Et tu profites pas, en fait, de ce temps pour apprendre à connaître tes enfants. Et moi, c'est ça qui me fait mal, en fait. Donc, c'est qui ta mère? Comment Enfin, de toutes les histoires que tu as cherché à savoir de qui était cette femme, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ma mère, ce qui ressort, c'est une femme battante. Donc, je pense qu'elle a dû subir aussi
peut-être le même parcours que nous. Peut-être c'était plus difficile à l'époque. Et le fait aussi d'avoir autant d'enfants, chacun ayant son père, peut-être qu'elle cherchait justement l'affection qu'elle n'a pas eue auprès de son beau-père, son grand-père. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est toujours dans la victimisation. Et moi, c'est ça aussi, ça me saoule en fait. Il faut, à un moment dans la vie, essayer de faire une espèce de remise en question. Ne pas toujours penser que les autres... le problème, c'est les autres en fait. Peut-être que le problème, au final, ça peut être toi-même. Et si tu continues à te victimiser, tu ne le sauras jamais. Donc, c'est un peu ça. Si tu as un problème avec quelqu'un de la famille, il ne faut pas parler à la personne parce que moi, j'ai un problème avec. Et moi, je ne suis pas dans cette logique, en fait. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que tu sais de son enfance? Tu sais des choses de son enfance? Tu sais comment elle a vécu? Comme j'ai dit au début, ma grand-mère est venue en Europe avec mon grand-père dans les années 60. 60, non, parce que 60, 65, parce que ma mère est de 64. Et du coup, elle était élevée par sa grand-mère. Et quand ils reviennent au Cameroun, ils la récupèrent. Mais comme apparemment, c'est pas le même père que les autres enfants, c'est elle la boniche en fait à la maison. Donc, on lui rappelait toujours que qu'elle n'a pas de père, des trucs comme ça. Et je pense que justement, elle a grandi avec ça en fait. C'est ce que je pense. Et ma mère, c'est quelqu'un elle est très généreuse. Elle donne sans compter. Et elle fait trop confiance aussi. Du coup, elle est souvent blessée aussi. Et des fois, je trouve qu'elle donne trop son amour aux hommes par rapport à ses enfants. Et moi, ça m'embête. Donc, c'est ça. Même jusqu'à présent, à plus de 50 ans passés, c'est ça en fait. Faire des choses pour les hommes alors que tes enfants sont là et tu fais même pas le cas pour eux. Bon, à pas s'y considérer que faire venir tes enfants en Europe, c'est la totalité. Je vais pas être ingrate. Hein. Si ma mère m'avait pas fait venir en France, je serais encore au Cameroun. Mais tu as la chance que tes enfants sont là en fait. Moi, depuis que je suis en Haute-Savoie, ma mère, elle est jamais venue me voir. Ma grand-mère, elle a pris son billet du Cameroun, elle est venue me voir. Mes tantes viennent, mes petites sœurs viennent, mais ma mère, elle est jamais venue. Et ça me blesse en fait parce que le fait que les autres viennent, elle, ça la dérange. Elle va aller se plaindre chez les autres. Pourquoi ils sont allés voir mes enfants? Est-ce que moi, je vais voir leurs enfants et tout? Mais sachant que moi, toutes les fêtes, je suis à Paris pour passer les fêtes avec ma mère, mes frères et sœurs. Mais là, j'ai décidé de rester dans mon coin. Même si je suis à Paris, je vais plus chez elle. Quelle est la réaction de tes frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont autant engagés que toi pour connaître leur histoire? Ou c'est vraiment toi que ça mine et tu es un peu le petit pousset, tu vois, celle qui, en fait, joue trop. Tu sais, le canard boiteux de la famille. C'est-à-dire, il y a beaucoup de canards qui ressemblent à la même chose. Mais il y a toujours un qui dit des choses, mais qui dit peut-être un peu plus des choses et les autres sont toujours un peu plus calmes. Donc, ils arrivent à créer leur relation avec leur maman. Mais toi... En fait, je pense pas être la plus... En fait, ma petite sœur, elle est très directe. Elle dit ce qu'elle pense, que ça te plaise ou pas. Du coup, même entre nous, on a souvent eu des problèmes par rapport à ça. Je suis celle qui temporise, qui essaye même justement de créer cette paix autour de notre mère ou bien même ma mère entre ses frères et sœurs. Mais en fait, à un moment donné, quand tu te rends compte que c'est toujours d'un côté, c'est toujours toi qui donnes, à un moment donné, ça te saoule en fait, tu vois. C'est pas parce que tu es ma mère que tu peux pas aussi te déplacer et venir me voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, en fait, le truc, c'est que je suis tellement radicale quand je prends une décision que après tu dis non, mais c'est pas... Tu as invité ta mère chez toi? Je pense pas avoir besoin de le faire. Parce qu'elle ne m'invite pas chez elle, je viens automatiquement. Les autres, je les ai pas invités en fait. Et ma mère sait qu'elle peut venir chez moi quand elle veut. Quand je suis allée dans la région, je n'arrêtais pas à lui dire non, mais en fait, elle trouve toujours les excuses. Le boulot. Donc voilà, le boulot passe avant ses enfants et c'est ça. Tu sais, des fois, les enfants deviennent les parents de leurs parents. Surtout quand les parents ont des attitudes un peu
enfantine. C'est-à-dire quand tu dis par exemple, j'ai l'impression que ma mère va s'occuper plus de son homme ou de ses hommes que de ses propres enfants. Ça, c'est l'attitude qu'une mère peut avoir vis-à-vis de son enfant. C'est que j'ai l'impression que ma fille, elle est en train de se perdre. Elle ne sait pas si c'est l'école ou les garçons. Elle se perd. Donc, toi, ton regard est déjà un regard un peu plus... du commentaire même que tu fais, tu observes une réaction immature. Tout à fait. Immature de la part de ta maman. Et ça, c'est pour ça que je trouve bien de voir un psychologue. Pour nous, parce que ça te permet la personne, le psychologue, il te donne pas spécialement des conseils. Tu parles et puis il reprend tes mots et tu vois les choses différemment. Ta maman, elle doit certainement être une personne blessée. Elle est blessée. Tu vois, une personne blessée, sauf que quand tu as une blessure, c'est une blessure que tu ne soignes pas. C'est ça. Comme toi qui traîne ton viol depuis 20 ans, ça pourrit à un moment. Hein. Oui. Il y a un moment où ça pourrit. La blessure sur la blessure qui n'est pas soignée, ça pourrit à un moment, il n'y a plus la peau même. Donc ta mère peut être une personne blessée et le fait de devoir dealer avec 6 personnes qui te rappellent tous les jours les choses que tu as posées, tu dis que tu décides de les faire venir en France, tu te dis que tu as fait ce que tu pouvais faire. Je pense que c'est exactement ça. Oui, justement, c'est ça. Parce que le fait, en fait, il y a des gens dans ma famille qui n'ont pas fait venir leurs enfants alors qu'ils ont les papiers. Et elle est toujours en train de nous dire, c'est une chance pour vous, j'aurais pu faire comme les autres et tout. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Parce que même si tu nous avais pas fait voyager, est-ce que ça aurait changé? En fait, moi, peut-être j'avais trop d'espoir, trop d'attente en fait, en me disant que bon, le fait que maintenant on soit réunis, elle va avoir le temps de se rattraper, tu vois. Mais on se rend compte parce que franchement, c'est pas parce que je suis devant toi. Hein. Tu parles avec ma grande sœur, elle te dira la même chose. Tu parles avec les autres, ils te diront la même chose. Mon petit frère, il joue au foot. Il s'est cassé le pied. Ma mère n'est jamais partie à l'hôpital. Pourtant, il est en France, il est à Paris. Et tu vois, donc c'est des trucs comme ça où tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment cet amour maternel? Ou alors, voilà, elle a fait sa part, elle nous a fait voyager et puis basta. Ou alors, est-ce que le fait qu'elle-même, elle n'ait pas eu ça, ça fait que elle ne sait pas comment nous aimer, elle nous aime à sa manière, en nous offrant, parce que ma mère, elle est très généreuse. Hein, elle va t'offrir les sacs de marque, tu vois, les chaussures de marque, les sous si tu demandes. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Mais ta mère, est-ce que c'est ce que c'est être une mère? Je me dis peut-être pas. Ouais. C'est justement pour ça que maintenant, j'ai décidé de ne plus poser la question en fait. Parce que le rapport qu'elle a avec nous, ses enfants, c'est pas le même rapport. Je vais pas faire une similitude en fait entre le rapport de mes amis avec leur maman et mon rapport avec la mienne, non. Parce que voilà, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas été élevées par leur mère. Et les mères, elles sont là maintenant, elles essayent de se rattraper. Il y en a aussi qui se comportent comme ma mère, donc... oui, chaque personne est... Je pense que j'en parlais avec une invitée aussi, maman m'avait dit, Aïcha, on ne naît pas mère. Enfin, je veux dire, il y a toute cette conception où on veut que quand tu es enceinte, tu te sens mère. Certaines femmes pour qui c'est évident. Il y a d'autres personnes pour qui on met au monde un être qu'on apprend à connaître. Mais c'est le lien que ta mère aurait pu savoir, ta première dent qui tombe, la couche, les règles, tous ces souvenirs qui font que c'est ta mère, comment tu réagis. Quand tu étais petite, hein, tu aimais toujours manger la raclette, ton plat, Si ta mère, elle te rencontre en tant qu'adulte, tu es sa fille sous le principe, mais elle t'a pas élevée, donc il n'y a pas ce lien, enfin, c'est seulement maternel. Il y a des mamans qui peuvent peut-être se conditionner. C'est-à-dire, voilà, ma fille qui arrive, quand tu es une mère, quand ta fille fait ça, c'est ça. Quand ton fils casse sa jambe, tu dois être là, tu vas à l'hôpital. Mais si tu as 6 enfants, si lien d'amour que tu devais créer et que tu n'en as créé aucun parce que tu dis que tout le monde peut avoir le même ressenti,
quand ils arrivent devant toi adulte, des fois quand ça te dépasse, quand c'est beaucoup là, il y a certaines personnes qui peuvent faire, mais tu laisses. Parce que c'est plein de caractères. C'est comme quand tu rencontres des amis, tu rencontres 6 personnes, les 6 personnes ne peuvent pas être tes amis. C'est que tu regardes un peu, c'est la personne avec qui tu as un pendant qui mixe. Mais sauf qu'en fait, dans ton cas, les 6 amis là, ce sont tes enfants. Donc tu montes, tu descends, you have to take care of them. Et ça peut être challengeant. Enfin, moi j'aime penser qu'il faut pardonner ses parents. Mais moi, je suis pas... En fait, tu peux pardonner, mais tu n'oublies pas. Non, tu peux pas oublier. Tu vois. Donc, je peux pas oublier les traitements qu'on m'a fait subir quand j'étais petite. Ou Et tu ne dois pas oublier. Parce que c'est ça qui forge ta personnalité et ton rôle en tant que maman. Mais en fait, aujourd'hui, moi, ce que je peux reprocher à ma mère, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là. Mais tu ne fais rien pour arranger... Depuis 15 ans. Voilà. Tu ne fais rien pour arranger les choses. C'est ça, en fait, moi, mon souci. Parce que le temps passe. On s'éloigne. Après, il y aura la mort. Et peut-être demain, ce seront les regrets. Et il n'y a rien de pire que les regrets dans la vie. Donc, c'est ça, en fait. Et moi, comme je te dis, moi, j'ai décidé de rester dans mon coin. Et des fois, j'arrive. Là, ça fait peut-être 1 an, je viens à Paris, je cherche pas ma mère. Elle sait que je suis à Paris, on se parle, on s'écrit, mais moi, je la cherche pas. Ça fait... Est-ce que tu as vu des choses qui ont changé? Non, justement. Est-ce que ça te rend plus heureuse ou plus malheureuse? Je ne suis pas heureuse du tout par rapport à la situation, mais j'ai décidé de... Voilà, si elle me cherche pas, je la cherche pas non plus. Parce que, comme je dis, depuis que... Ça a toujours été moi qui pars vers les autres. Les fêtes, c'est moi qui viens. À un moment donné, c'est bon, quoi. Donc, tu veux recevoir à la même hauteur que tu Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je pense pas trop demander, en fait. Je te demande pas l'argent, je te demande juste ton affection, juste ton amour, en fait. Ton amour maternel, c'est tout. Si ta mère t'écoute, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Qu'elle puisse s'ouvrir à nous. Comment? Qu'elle puisse nous aimer, qu'elle puisse nous parler, qu'elle puisse juste jouer son rôle de mère. Parce que des fois, ma mère, elle se comporte comme si c'était ma copine. Mais non, j'ai assez de copines qui sont là pour moi. J'ai pas besoin que ma mère aussi joue ce rôle-là. C'est ce que je disais auparavant. C'est que ta mère, elle t'a pas vu comme son enfant, c'est ça. Psychologiquement parlant. Mais le truc, c'est que quand il faut mettre les photos sur WhatsApp, sur Facebook, voilà. Voilà, je veux dire... Comme tu fais sur WhatsApp, fais aussi en vrai, en fait. WhatsApp, c'est le virtuel, mais nous, on est de vrais êtres humains que tu as portés. Elle aurait pu nous... Je sais pas, elle aurait pu avorter, hein. Il y a des femmes qui le font. Je veux dire, elle n'était pas obligée de nous mettre au monde, tu vois. Mais qu'elle joue réellement son rôle de mère. Qu'elle soit là pour nous. Être là, c'est vraiment si... Tu sais que oui, si tu as un souci, tu appelles ta mère, elle pourra te conseiller. Si elle est en tort, que tu le lui dis sans toutefois que ça part en live, quoi. Donc, c'est ça. Et qu'elle comprenne que nous sommes des adultes aussi et que on peut lui faire des remarques sans toutefois qu'elle le prenne comme si c'était la fin du monde. Tu as essayé uniquement 2 fois de parler à ta mère? Par rapport à mon père, oui. Par rapport à ton père? Oui. Mais par rapport à votre relation, plusieurs fois? Par rapport à notre relation... Comme je te dis, c'est pas le genre de maman qui va se remettre en question. Du coup, c'est peine perdue de parler, en fait. Tu as essayé ou tu es parti pour sûr que c'était peine perdue? J'ai essayé. Parce que on vit un truc aussi. Je sais pas si elle le fait sciemment ou c'est justement parce que ta mère a fait comme toi, du coup, comme tu as parlé du cycle. C'est le jour où je suis en palabre avec une de mes sœurs. Allez, on va faire le Congo-ça de la personne. Et moi, ça m'exaspère, en fait. C'est pas le rôle de mère, en fait. Toi, de rassembler. Ton rôle, c'est de rassembler. C'est pas de diviser. Donc, il y a tous ces trucs, en fait, qui font que, au lieu de nous rassembler, on continue à s'éloigner. Et c'est vraiment dommage, parce que 2 mois après demain, je serai mère. J'ai pas envie de reproduire la même chose. Et voilà. Ouais, mais en fait, votre mère, elle vous découvre au fur et à mesure. Enfin, ça fait déjà un moment, je comprends ce que tu veux dire, mais elle vous découvre. Mais cette notion de faire le Congo-ça, là, c'est si elle avait grandi avec vous, qu'elle avait vu
le caractère de chacune, elle aurait pu avoir des éléments qui vous rassemblent. Elle a son caractère, mais vous, en tant qu'adulte, donc elle arrive potentiellement pas à tisser les liens, mais tu ne peux pas, de toute manière, être bien dans ta vie si tu ne fais pas la paix globale avec tout ça. Donc, t'éloigner de ta maman pendant 1 an, ça peut être une action, tant qu'elle te rend heureuse, mais elle te rend pas spécialement heureuse parce que t'as pas les réponses à tes questions. C'est vrai. Donc, ça va te rattraper. C'est-à-dire, tu vas tenir, et à un moment... Surtout que c'est beaucoup plus dur d'avoir un parent qui est là, qui ne fait pas son rôle, que d'avoir un parent qui est décédé. Hein. Ouais, c'est vrai. Un parent qui est décédé, on te dit, c'était une maman gentille, tu pleures, et puis elle n'est pas là. C'est parce que la vie a voulu. Mais comme tu dis, ça fait 15 ans que la vie nous redonne une chance. Tu n'es pas là. Ça, c'est une double blessure. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens, en fait. Et c'est ce que je trouve dommage parce que entre les mots que tu peux sortir et les actes que tu poses, il y a réellement une grande différence. Moi, je suis pas sur les mots, je suis sur les actes. Et chaque année, j'aurais pu prendre un billet d'avion, aller découvrir un autre pays. Mais je me dis non, il y a ma mère qui est là, mes frères, il y a ma famille qui est à Paris. Bah, je reviens sur Paris pour fêter avec eux. Et voilà, en fait, j'ai l'impression qu'elle comprend pas, en fait. Comprend pas que chaque jour, c'est une chance de pouvoir rassembler ses enfants, de pouvoir... montrer qu'elle nous aime. Parce que comme je dis, elle a sa façon de montrer aussi son amour. C'est par des cadeaux, c'est par des trucs comme ça. Mais en fait, est-ce que c'est ça le plus important? Pour moi, tu peux m'offrir, je sais pas, offre-moi même le plus grand sac Louis Vuitton. Si tu ne sais pas... Ma mère ne sait rien de ma vie, en fait. Peut-être les choses qu'elle sait, c'est peut-être si j'ai dit à ma soeur qui lui dit en retour, tu vois. Mais non, ma mère ne sait pas si j'ai un copain, ma mère ne sait pas où je vis. Ma mère ne sait rien de moi, en fait. Est-ce que tu as un lien maternel avec une autre personne? Ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est ma complice, à elle que je parle. Finalement, ta grand-mère qui te traitait de bâtarde. Ouais. Vous avez retravaillé votre relation? Il y a eu un changement? Comment ça s'est passé? Ma grand-mère, plus le temps passe, plus elle est un peu plus ouverte, en fait. Elle s'est excusée. Et j'ai trouvé ça chouette de sa part parce que ça a fait qu'on a eu de meilleurs sentiments. Elle s'est excusée quand? Comment? Est-ce que tu as parlé? Elle s'est excusée ou elle-même elle s'est rendue compte? Elle s'est rendue compte. Parce qu'en fait, quand on était là, on était les... Je sais pas, dans le genre de famille où quand tu es là, tu es la mauvaise personne. Quand ton absence se fait ressentir, c'est là qu'on voit ton importance. C'est un peu ça, en fait. Tu vois. Donc, on a quitté... parce que on était entre Yaoundé et le village. Donc, on a quitté le village. Moi, je suis revenue à Yaoundé après la 3e. Et la maison, il n'y avait plus personne pour entretenir. Parce que le matin, avant de partir à l'école, il fallait... laver les assiettes, laver la maison, puiser l'eau, faire toutes les tâches là avant de partir à l'école. Et là, en fait, nous, on n'était plus là. En fait, ma mère, elle voyage quand je suis en 3e. Et moi, je viens la rejoindre après le bac. Tu vois. Donc, ma grand-mère, un jour, elle va te dire que non, mais en fait, vous étiez la meilleure chose qui me soit arrivée parce que voilà, depuis que vous n'êtes plus là, je ressens vraiment votre absence, ce genre de truc, tu vois. Mais c'est pas genre je m'excuse par rapport au traitement, non. C'est que on se rend compte peut-être de ton importance là. Et maintenant, on est tous en Europe en fait. Elle est toute seule au village et c'est d'autant plus Dieu que c'est quelqu'un d'assez famille en fait. Et elle est dans une grande maison toute seule. Avoir tous tes enfants en Europe, tes petits-enfants. Bon, elle a la chance de venir quand même 1 à 2 fois par an, donc on essaie de se rattraper comme ça. Mais ce que ma grand-mère fait, c'est ce que j'aurais aimé que ma mère puisse faire, en fait. Qu'est-ce que ta grand-mère fait? Chaque fois que ma grand-mère m'appelle chaque jour. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Elle connaît mon ex, qu'elle apprécie d'ailleurs. Tu vois, ça, c'est les trucs que c'est ma mère qui aurait dû faire ça, pas ma grand-mère. Et puis aussi, ta grand-mère peut être en train de se rattraper. Tu penses qu'elle a fait ça avec ta mère? Je pense pas. Je pense ça parce que les relations sont assez chaotiques aussi entre ma mère et sa mère. Entre mes oncles, mes tantes et ma mère. Donc, nous, on essaye justement d'être... Pourquoi c'est chaotique?
Parce que finalement, ta mère, elle semble être alors la personne... Les enfants ne comprennent pas, les frères et sœurs ne comprennent C'est pas. ça. Sa mère ne comprend pas. C'est ça. C'est Pourquoi? exactement ça. Qu'est-ce que ta grand-mère peut reprocher à ta mère? Qu'est-ce que ses frères et sœurs lui reprochent? Bah, ma mère, déjà, elle reproche à sa mère de l'avoir abandonnée. Déjà. Et le fait qu'il y ait ce tabou, bah, ma grand-mère ne reconnaît pas ses torts. Tu vois. Et ma mère reproche à ses frères de n'avoir pas pris sa défense quand ils étaient petits, ou c'était elle la bonne à la maison. Tu vois. Donc, Beaucoup de frustration depuis longtemps. Beaucoup de frustration. Bien avant votre naissance même. Exactement. Donc, ce qui fait que nous, maintenant, on est là. Au lieu de casser le cycle, ça continue. Donc, moi, je suis pas dans cette vision des choses, en fait. Je suis pour faire la paix, dire les choses. Même si on est fâché, on se dit les choses. Après on avance, quoi. Parce que je pense que c'est aussi les choses qui freinent le développement, que ce soit personnel ou autre, quoi. Parce que si tu es fâché, tu es dans ton coin. Même si tu as des projets, tu peux pas en parler à tes frères et sœurs. Même à tes enfants, tu mets pas forcément au courant. Tu vas peut-être dire à un homme qui, au final, il va bouffer tes sous, tu vois. Donc, c'est une spirale qui ne fait que continuer. Est-ce que tu dirais que ta mère est une personne toxique à ta vie? Toxique, c'est un mot fort. Toxique parce que, en fait, tu peux parler de toxique quand tu es dans la même maison que la personne. Moi, c'est pas le cas, en fait. Et j'essaie de me couper de tout ce qui se passe, en fait, à Paris. Concernant ma mère et ce qui l'entoure, en fait. Donc, non, je pense pas qu'elle soit toxique. Parce que si toi-même, tu ne te rends pas compte de tout ce bagage négatif que tu portes depuis l'enfance, peut-être au final, elle ne réalise pas, en fait, que elle a ça, tous c'est ces que là, trucs. tu t'interroges par rapport à ta maman. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on laisse ta maman, ta grand-mère, on te revient sur toi-même. Si la relation... quand je dis, est-ce que ta mère est toxique à ta relation, à ta vie, ce n'est pas spécialement lié à son histoire. Parce que quand tu prends l'histoire d'une autre personne, tu diminues ton histoire. Il faut en être conscient. Mais dès lors que tu dis, oui, mais maman, elle a vécu ça, tu minimises ce que tu peux ressentir, sans t'en rendre compte. C'est que tu effaces ce que tu ressens et tu donnes de la portée à l'histoire de ta maman, qui elle-même n'a pas fait ce travail. Donc, à la fin de la journée, tu peux pas sauver ta maman, il faut que tu te sauves toi d'abord. Exactement. Et après, elle pourra se sauver, mais il faut certainement lui soulever ses points. Mais je vais juste dire aussi aux personnes qui nous écoutent ce que je veux dire quand je pose cette question. De toute manière, il y a la relation parent-enfant, elle est ultra fondateur. C'est ce que tu observes, c'est ce que tes parents te disent qui construisent la personne que tu es. Exactement. On est tous influencés par nos interactions, les premières. Il y a des personnes qui parlent, par exemple, le patois, comme moi, parce que... Enfin, pas comme moi, mais il y a des mots de mon dialecte, mon patois, de ma langue, que je parle, parce que petite, mon père m'a dit, sors dans son patois, dans notre langue, pardon, désolé, ou viens manger. Donc, automatiquement, c'est resté dans ma tête, parce que ce sont les premières interactions. Et même quand tu es loin, tu dis, quand j'étais petite, papa me disait souvent ça. Et des fois, les interactions peuvent être maladroites. Une maman qui n'est pas là, mais qui vient te voir pour t'offrir le cadeau. Mais à peine tu joues avec la poupée, tu te retournes pour chercher ta mère, elle n'est pas là. Ça crée certaines choses. Les frustrations. Donc, les frustrations. Donc, les premières interactions, si elles sont maladroites, déroutantes, voire traumatisantes, entraînent des traumas que tu peux avoir. Les relations mère-fille, en particulier, peuvent être marquées par des accidents de parcours liés au comportement inadapté de femmes mal aimantes. Dans les mères toxiques, il y a... c'est souvent des mamans qui gardent des vérités très longtemps, restées tabous. Il y a des choses qui sont factuelles. Mais quand ça reste tabou, ça crée une ombre qui est toxique, un mystère. Parce que c'est des choses qui sont factuelles. C'est une vérité. Si on la partage, elle ne nous appartient plus. Donc on l'a dit, chacun le prend à sa manière et s'accroche. Aujourd'hui, le point quand on a même cette conversation, c'est de dire ce que tu as vécu dans l'enfance ne doit plus influencer ta vie d'adulte. C'est-à-dire que tu as 34 ans, ta seule question c'est ça, c'est
Et elle-même, ta maman, c'est la question que tu dois se poser. C'est comment ce que j'ai vécu dans l'enfance ne doit plus influer ou influencer ma vie d'adulte. Sinon, je vais flancher. Donc, quand on parle de mère toxique, tu as des mères distantes. Bah, dans ce cas, oui. Alors. Tu as des mères non fiables. Tu as des mères violentes. Tu peux avoir des mères même fusionnelles. Il y a des mamans, elles sont tellement proches de leurs enfants que même quand la fille rencontre son vrai gars, l'amour de sa vie, ça me dit le gars n'est pas bien. Il y a Fusion, un problème, ouais. Voilà. Moi, je sais par exemple que moi, je suis très proche de ma mère. On est très fusionnels. Mais je m'assure toujours que cette fusion ne soit pas toxique. Ma mère, elle va jamais dire ce qu'elle pense de mon gars, etc. Parce que quand tu laisses trop rentrer la vie d'une tierce personne, des fois, ce n'est pas positif. Des fois, c'est même la personne qui elle-même se fait son propre, qui décide pour son propre besoin, pour son propre bien, mais pas spécialement pour tes propres intérêts. Donc, en tout cas, moi, j'avais pris des notes sur un livre, comment il s'appelle, de Peg Strip, qui s'appelle Les mères toxiques, que j'invite les gens, en tout cas, qui peuvent être intéressés à le lire. Et dans ce livre, riche en témoignages, il raconte des stratégies inspirées des thérapies qu'il a pu mettre en place. Et grâce à un processus qu'il crée en 7 étapes, de la découverte de la blessure maternelle à la guérison, les personnes, l'idée c'est d'apprendre à pouvoir combler le vide d'amour en vous, donc en toi, et à construire une vie enfin sereine et équilibrée. Donc on t'invite à tenir des exercices, dans un journal de bord par exemple, des exercices, et ça te permet de faire la paix avec toi-même, avec ton histoire. Parce que tu es tributaire de l'histoire de ta mère, de l'histoire de ta grand-mère, et d'arrière-grand-mère qui était aussi là, que finalement tu n'as pas décidé, tu as subi. Et là, il faut que tu décides. C'est ça. Il faut que tu décides pour toi. D'ailleurs, Peg Strip, c'est une femme, je ne sais pas pourquoi je dis il. Il faut que tu décides pour te protéger. Et une des choses qu'on a tendance à faire, et un peu tout le monde, et surtout les personnes qui sont très familles, qui sont très dans l'écoute, qui sont très mères nourricières, infirmières, elles se mettent souvent dans des relations, soit où elles sont toujours en train d'écouter le gars, de protéger le gars, de soutenir le gars, de donner. Et un jour, on a l'impression qu'on est vidé. C'est ça. Et qu'il n'y a personne pour remplir cette énergie. C'est exactement ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de la vie? En tout cas, si j'ai voulu parler, c'est pour essayer de briser justement ce tabou. C'est pour aussi me libérer de ce fardeau en fait qui était dans mon cœur depuis. Et c'est aussi pour essayer de prendre un nouveau départ en fait dans ma vie. Vraiment me débarrasser de tout ça et de me dire que je suis encore vivante et que chaque jour c'est une chance de pouvoir tout recommencer à zéro. Mais j'espère que ma mère réalisera que nous sommes ses enfants et qu'elle peut nous faire confiance, qu'elle peut nous aimer. Mais moi de la vie j'attends d'être heureuse en fait. Est-ce que tu envoies le lien de ce podcast à ta mère? Je sais que si je le lui envoie, ce sera la 4e guerre mondiale. Ça, je le sais. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu parlais de ma vie? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais des fois, c'est nécessaire. Je pense que je vais le faire. Parce que de toute façon, si j'ai pris le risque de venir te parler, c'est pas pour rien en fait. Oui, peut-être que tu le fais, peut-être que tu l'as fait inconsciemment aussi pour que elle t'entende. Peut-être. Et peut-être que c'est le bon moment. Ce que ton histoire m'évoque, c'est que la compassion pour soi-même est le plus puissant des remèdes. Il faut que toi-même tu le comprennes. Et il y a quelque chose que tu as dit, tu veux repartir à zéro. Ça, ton histoire, les 34 premières années de ta vie seront toujours là. On croit souvent que briser un cycle, ça veut dire
arrêter d'avoir la même attitude. Soit je brise le cycle. Quand je suis stressée, je mange tout le temps. Donc, je choisis de briser le cycle. Que quand je suis stressée, je ne mange pas. Quand il y a une situation, je m'inquiète tout le temps. Donc maintenant, quand quelqu'un va venir avec un problème, là, je brise le cycle. J'arrête de m'inquiéter. Donc, on ne met pas fin au cycle en arrêtant le comportement. Mais en s'acceptant complètement quand on est en plein cœur de celui-ci. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense que je m'accepte déjà. Hein. Ça, en fait, j'ai fait beaucoup de méditation, beaucoup de prières aussi. Et j'en ai parlé autour de moi, les pasteurs, sur mon histoire, sur la relation avec ma mère et tout. Et justement, tout ce qui revenait, c'était le pardon. Et je suis quelqu'un qui pardonne, même si je n'oublie pas. Donc, en fait, j'ai pris la résolution de penser à moi et de chercher à créer ma propre famille, de penser d'abord à me faire du bien et aussi en fait, je me mets en avant, en fait. Chose que je ne faisais pas forcément avant. Maintenant, c'est moi d'abord et le reste après. D'accord. Pour continuer sur ce que je disais précédemment sur le fait d'accepter complètement ce cycle-là. Je m'accepte tel que je suis, en fait. Quand je dis nouveau départ, c'est pas pour effacer mon passé, non. Nouveau départ, c'est les choses qui me tenaient, en fait, en laisse. Par exemple, mon rapport avec ma mère, mon passé. C'est aujourd'hui accepter que tout ça se soit passé, pardonner et avancer. Par exemple, la personne qui m'a fait ça, on est amis sur Facebook. Et la personne ne m'a pas reconnue. Tu vois. Mais chaque jour, j'ai envie de lui écrire pour lui raconter, mais je me dis à quoi ça sert en fait. Il faut lui dire. Donc, il faut lui dire. Il faut que si tu te dis que chaque jour, et tu te dis après à quoi ça sert, chaque jour j'ai envie de... Après je me dis à quoi ça sert, fais-le. Et le à quoi ça sert, tu auras la réponse après. Peut-être qu'il va te demander pardon. Et si tu acceptes son pardon, tu te libères. Tu te libères. Au moins ça. Et si cette personne ne reconnaît pas ce qu'il t'a fait, tu te diras que ça n'en vaudra pas la peine. Mais toi, tu lui auras dit ce que tu as ressenti, ce que tu as gardé au fond de toi pendant 20 ans. Parce que tu dis que la première fois que tu as parlé de ça, c'était il y a 1 an à ta petite sœur. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu partages, et je trouve ça intéressant quand tu dis je prends finalement certains poids qui ne me servent plus. Exactement. Et je les dépose. Et il faut les déposer pour plus les prendre. Parce que quand tu dis je prends mon billet d'avion, mon billet de train, je viens voir ma mère pour Noël, je suis là, tu nourris une énergie qui ne te rend pas heureuse. Tout ce que tu fais là, c'est pour ça que tu back up après. C'est parce que tout ça, c'est que tu nourris. Tu es dans un cycle de la non-réception d'amour de ta maman, qui elle-même est dans un cycle de la non-réception d'amour de sa maman. Et toi, tout ce que tu fais, tu nourris ce qui te fait encore ressentir que tu ne reçois pas d'amour de ta maman. Non, mais en fait, comme je disais, je suis assez famille. Donc, moi, ça me dérange pas, en fait. Franchement, ça me dérange pas de donner. Mais, quand tu as des questions que tu te poses, quand tu vois ton rapport avec ta mère, tu veux que les choses changent. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. Qu'elle puisse comprendre que, peut-être son raisonnement n'est pas le bon, sa façon d'être avec nous n'est pas la bonne, et qu'elle puisse changer, en fait. Après, ma mère, elle a plus de 50 ans. Est-ce que à plus de 50 ans, on peut encore changer? C'est ce que je finis par me dire que, en fait, pour me soulager aussi la conscience, que, elle est comme elle est, et que peut-être c'est à nous de faire avec. Et dans ce sens-là, je reste dans mon coin, je vis ma petite vie et j'essaie d'évoluer comme je peux. Le plus important, c'est d'être bien à la fin de la journée. C'est quand tout à l'heure je parlais de nourrir, c'est que le simple fait de toujours aller vers ta maman, c'est que tu as nourri ton cycle. Et là, tu essaies de le briser depuis 1 an. Mais moi, c'était normal, en fait. C'est le principe d'un cycle. Oui, mais c'est le principe d'un cycle. Quand tu es dans un cycle, c'est pas anormal.
Tu dis tout à l'heure, ma mère, je ne sais même pas si elle est consciente. C'est toi qui observes quelque chose, mais ta mère, elle est dans un cycle qu'elle ne voit pas comme tel. C'est toi, peut-être parce que tu t'intéresses pour des questions de foi, pour des questions de développement personnel. Tu sais qu'il y a un cycle qu'il faut briser, mais tu aurais pu exactement être dans la même position que ta maman demain avec des enfants et pas t'en rendre compte. Et des fois, ça laisse 4-5 générations. Et puis, un jour, quelqu'un se lève, il fait des recherches sur sa génération, il se dit que, mais attends, toutes les femmes dans ma famille, elles ont 5 enfants avec 5 pères différents. Toutes les femmes, elles ont des enfants à 15 ans. Toutes les femmes... Mais les personnes qui vivent leur vie, elles ne se rendent pas compte. Et même toi-même, sans peut-être t'en rendre compte, tu as décidé de briser le cycle il y a 1 an. Et c'est quand tu décides de t'éloigner de ta maman, c'est que tu te dis juste qu'à un moment, il faut que je retrouve moi-même ma propre énergie. Non, mais ça fait même pas 1 an que je me suis éloignée de ma mère. Je pense qu'on a toujours été éloignés l'une de l'autre. Mais c'est moi qui... Nous, pour parler de ses enfants, on a toujours essayé de revenir vers elle. Mais en fait, quand tu es dans la même maison qu'une personne qui n'a jamais vécu avec toi, les rapports sont assez tendus. Et c'était réellement tendu parce que, tu vas, je sais pas, ouvrir l'eau chaude, ça va devenir des problèmes. Tu vas rentrer un peu tard, ça va devenir des problèmes. Donc, pour moi, la cassure, elle a été, comme je t'ai dit, 2 ans ou 3 ans après, je suis partie. Ça fait plus de 10 ans que je vis seule, voilà. Mais quelle a été la différence entre quand tu es partie à 10 ans et quand tu as décidé il y a 1 an de ne plus aller... Décider 1 an, en fait, parce que depuis plus de 10 ans, chaque fête, je venais. Donc là, j'étais là à Noël, mais ma mère, elle m'a pas vue. Quand je suis allée vers elle, mais elle a préféré travailler. Je lui ai ramené des cadeaux, j'ai donné à mon petit frère, tu vas lui donner, et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Mais après cet épisode, je me suis dit, bon, je crois qu'elle va jamais comprendre, autant continuer à vivre ta vie. Le jour où elle va comprendre, elle va prendre son bien, elle va venir là où j'habite. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Parce que tu sais pas ce que l'avenir nous réserve. Demain, normalement, si les choses se passent comme ça se passait avant, peut-être c'est elle qui va partir avant moi. Mais je sais pas, peut-être je peux partir avant elle. Et là, il y aura que des regrets. Que peut-être ma fille était là, j'aurais pu, tu vois, mieux la comprendre, j'aurais pu l'aimer comme elle est. Ce n'est que ça, en fait. Et moi, c'est ça, en fait. Quand il y aura... Parce qu'il y en aura, les regrets. Que ce soit peut-être de mon côté, que ce soit de son côté. Et il n'y a rien de plus terrible que ça. Tu en as parlé à ta grand-mère de ça? Oui. Qu'est-ce que ta grand-mère a dit? Ma grand-mère essaie de comprendre sa fille. Et elle essaie de me comprendre aussi. Et le fait que maintenant, quand tu lui poses des questions, même par rapport à elle-même, elle s'ouvre un peu plus en fait. Parce que les questions que je pose aujourd'hui à ma grand-mère, petite, elle n'aurait pas pu répondre. Donc, ma grand-mère dit qu'il faut que je sois indulgente. Que je comprenne ma mère, que je l'aime en fait. Mais c'est ma mère, je l'aime en fait, ma mère. Mais c'est le rapport qu'on a entre nous que j'aime pas. C'est ça. Et ta grand-mère, elle reconnaît ce que ta mère a ressenti à son égard? Ça, j'en ai pas parlé. J'ai parlé ma relation avec ma mère, j'ai pas parlé leur relation à elle. Ce que moi, j'essaye de faire, du moins, que quand ils se parlaient pas, je parle à ma mère, fais la paix avec ta mère, je parle à ma grand-mère, fais la paix avec ta fille, et elles se reparlent. Mais est-ce que entre elles, elles ont brisé le truc? Je ne pense pas. Ce qui fait que, en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas... C'est la première fois que je parle de mon vécu, même à mes copines, même celle qui était là, elle n'était pas au courant. C'est te dire que, voilà, je suis pas le genre de fille à ressasser, en fait, le passé. Donc... Les personnes qui ont un fort caractère, ou les personnes sur qui on s'appuie, disent souvent je ne suis pas le genre à ressasser le passé, je ne suis pas le genre à me plaindre, je ne suis pas... Et ces personnes mettent plein de choses dans une boîte, et un jour, la boîte explose. C'est ça. Peut-être ça a explosé, hein. Je pense que peut-être depuis 1 an, là, le fait que,
En fait, tu apprends des trucs où elle s'est fait escroquer par un homme et tout, au détriment de ses propres enfants par rapport à un terrain où elle est partie construire et au final la maison ne lui appartient pas. Bah, ça fait mal. Parce que je te dis, en fait, rien n'a changé en fait. Donc peut-être c'est là que justement le déclic a été, bah écoute, vis ta vie. Mais on ressent tous la même chose et c'est dommage. Et qu'est-ce que vous vous dites pour tous que vous préférez suivre le cours de votre vie? Chacun vit sa vie en fait. Chacun vit sa vie. Mais on est triste. Parce que moi, je suis triste de la relation que j'ai avec ma mère, en fait. J'aurais aimé être peut-être fusionnelle comme ta mère et toi. J'aurais aimé que ma mère puisse s'intéresser un peu plus à ma vie. J'aurais aimé qu'elle soit plus présente, en fait. Des fois, les gens disent que quand on a un enfant, des fois, les mamans se révèlent. Peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas et... Justement, j'ai aussi cette peur par rapport à ça, devenir mère, parce que je me dis peut-être que sans le vouloir, le cycle va continuer, tu vois. Peut-être que tu devrais voir un psy qui va t'accompagner sur cette transition de comprendre ton histoire, de faire la paix avec ton histoire. Peut-être que le psy aussi, le psychologue, pas le psychiatre, va te permettre de poser plein de mots sur ce que tu ressens. Ouais, je me dis aussi. Voilà, et te donner de la vision. En tout cas, j'ai pas vu de psychologue, mais je voyais une hypnothérapeute parce que tout ça chamboule mon sommeil ou je dors mal. Et ça va nettement mieux par rapport à ses mots à elle. En plus, c'est une ancienne prof à moi, donc il y a un peu cette intimité où elle me connaît un peu personnellement. Du coup, c'était un peu plus facile d'aborder le sujet et de pouvoir parler de la relation, la relation avec ma mère et tout. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu te sens mieux, là? Je suis soulagée d'avoir parlé. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avec nous encore? Je pense que pour une première fois, c'est déjà pas mal. Peut-être il y aura une suite... pour savoir où j'en suis, ce que je deviens, on verra. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné la parole, m'avoir laissé m'exprimer. Ça enlève en fait un poids en moi et ça m'a fait du bien de parler. Merci beaucoup. Alors, je vais partager des tips que Mylène Muller donne 3 conseils gagnants pour une relation mère et fille harmonieuse. Pas spécialement par rapport à ton histoire, mais par rapport à petit degré ou grand degré. Et je pense que les personnes pourront le trouver sur Internet. Une des choses qu'elle dit, c'est une relation mère et fille, ce qu'il ne faut pas faire. La première des choses, c'est vouloir tout contrôler et diriger sa vie en considérant qu'elle est encore notre petite fille, notamment la maman. Si je rencontre une femme devant moi, je ne peux pas attendre qu'elle fasse les choses d'une fille de 5 ans. N'utilise pas l'eau trop chaude. Fais attention, toi. Tu as déjà tes propres mécanismes d'adulte, quoi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être régulièrement dans la critique et les reproches, donner sans arrêt des conseils avec notre propre filtre et selon nos propres expériences. Transférer nos peurs, nos croyances, nos désirs et nos rêves inassouvis sur notre fille. L'étouffer par notre amour en lui demandant une présence sans faille. Perdre la complicité et le fun. Bon, ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours évident sur le quotidien. Et donc, cette personne qui est une mère de famille dit que si la relation mère-fille que vous vivez en ce moment ne vous satisfait pas, alors il est important de vous rendre compte que vous êtes entièrement responsable. La notion de responsabilité. Tu es responsable si ton histoire pèse sur toi. Parce que tu ne peux qu'avoir te responsabiliser sur cette histoire. Ta mère est responsable de ton éloignement. Du fait aussi que tu puisses poser des questions et que tu te sentes mal. Elle est responsable. Donc il faut qu'elle se pose la question. Chacun a sa responsabilité. Le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi. De la même manière que j'essaie de le faire. Il faut que ta mère aussi, elle se questionne sur elle. C'est comment être mieux. Comment soigner mes blessures pour que la relation avec mes enfants
soit meilleure, que je puisse avoir des petits-enfants, être sereine, qu'avec ma mère, ça puisse bien se passer et que je puisse trouver un homme qui ne me fait pas rentrer toujours dans le même cycle. Il faut en être conscient. Ensuite, le troisième conseil, c'est que elle invite la mère, en tout cas comme la fille, à donner son amour de manière inconditionnelle. Le vrai amour, quand il est sincère, ne ment pas. Quand ce n'est pas un amour, je fais ça parce que, voilà, on dit, je crois à l'église, l'amour est patient, l'amour est généreux, il n'a pas d'ego. C'est un moment, il faut baisser. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai baissé le cœur quand j'étais avec mon gars. Et une des choses importantes pour les mamans, en tout cas, ou les femmes qui nous écoutent, qui ont des relations conflictuelles et leurs enfants, c'est de garder à l'idée qu'un enfant a toujours besoin que ses parents l'aiment d'un amour inconditionnel, de savoir que l'enfant n'est pas seul. Et l'enfant doit surtout grandir dans un environnement où ils savent que quoi qu'ils arrivent, ils seront accueillis avec leurs faiblesses, avec leur vulnérabilité. Et parce qu'ils ont besoin d'être aussi valorisés pour gagner confiance en eux, en ce que l'avenir a à leur offrir. Moi, j'étais rencontrée il y a 10 ans. Peut-être plus de 10 ans même d'ailleurs. Plus de 10 ans. Parce que quand tu as parlé de Cergy, je me suis souvenu que tu étais à Cergy. On était plus ou moins dans le même cercle d'étudiants africains qui voulions révolutionner l'Afrique ou les relations que la France pouvait avoir avec l'Afrique. Donc, je suis doublement touchée. J'ai été touchée quand tu m'as contactée. J'ai été touchée de découvrir ton histoire. Je n'en parle pas forcément, c'est pour ça. Oui. J'ai été touchée de découvrir ton histoire. Et puis surtout, moi, quand je te voyais, je voyais une personne, avec le recul d'ailleurs, hein, avec une personne complexe. J'avais du mal à... Je trouvais que tu avais 2 ou 3 caractères. Tu étais la nana qui aimait écrire. En même temps, tu étais une nana du show. Donc, il y avait trop de... Donc, je savais pas où te classer, en fait. Et comment te percevoir, te recevoir. Je me souviens quand on avait vu Mewe ensemble, en tout cas, sur le chemin. J'ai encore la photo. Ouais. Et donc, je savais jamais comment te percevoir. J'arrivais pas à comprendre. C'était vraiment 2 opposés, mais je me rends compte que tu as nourri peut-être différentes personnalités. La personne que tu es vraiment, et la personne que tu voulais peut-être que d'autres personnes voient. Parce que ça créait une barrière. Et on ne rentrait pas dans tes 5 mètres carrés. Ouais. Et puis surtout, quand tu es parti en Haute-Savoie, autant le dire, beaucoup se disaient que non, mais c'est sûr, Rosine, elle est perdue. Elle est partie. Non, mais j'étais perdue. Oui. Mais tu t'es perdue. Mais tu vois, à l'époque, on ne se disait pas que tu faisais une dépression ou tu fuyais. Quand nous, on se disait que non, c'est sûr. Elle est perdue, elle allait faire je ne sais quoi. En plus, la Haute-Savoie, c'est pas loin, je crois, de la Suisse, non? Donc, tu imagines ce qu'on se dit. Camerounaise, Suisse. Il y en a une qui m'a dit ça. Hein. Oui. Ah ouais. Camerounaise, Suisse. Camerounaise en Suisse, on s'est dit, ah, c'est sûr, elle est perdue, vraiment. Déjà qu'on la comprenait pas trop à Paris, elle va en Haute-Savoie. Tu es sûr qu'elle est vraiment allée en Haute-Savoie? Non, c'est sûr qu'elle allait vendre le piment. Vendre le piment, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire de la prostitution. Donc, déjà, je tenais... Est-ce que tu allais faire la prostitution? Pas du tout. Et est-ce que tu l'as entendu? Ça. Oui. J'ai une amie qui m'a dit, on m'a dit que c'est ce que tu fais là-bas. Je dis, écoute, si on le dit. Parce qu'en fait, quand tu sais que quelque chose n'est pas vrai, pourquoi, comme on dit qui s'excuse, s'accuse, tu vois. Je savais que c'était pas le cas. Et je sais pourquoi j'ai quitté Paris. C'était justement pour m'éloigner de la famille parce que c'est un de mes oncles maternels qui... J'étais interdite bancaire, en fait. C'est pour ça que j'ai quitté Paris. Il m'a donné un faux chèque que j'ai encaissé. Et les sous sont tombés sur mon compte, je l'ai donné. Et quelques temps après, la banque me signale que c'était un faux chèque, en fait. C'est un chèque en blanc. Et quand je relance mon oncle, jusqu'à aujourd'hui. Et je me retrouve interdite bancaire. Je passe en 3e année. Et voilà. Ma vie se chamboule comme ça. J'ai jamais voulu quitter Paris. Hein. C'était pas volontaire, en fait. Mais le truc, c'est que tu vis ce moment-là avec du recul. Il y avait trop de pression, il y avait trop de... j'étais dépressive, en fait. Et j'en parle à la famille, personne ne m'a aidée.
même 1 euro, venant même de ma propre mère, que non, prends ma fille, tu vas... On parle de quoi comme montant? C'était moins de 1500 euros. Mais quand tu es étudiante, que tu es boursière, tu sais ce que ça peut faire. Donc, c'était soit le Canada, soit la région là-bas. Canada, c'était trop loin, je voulais pas trop m'éloigner de ma famille, donc ça a été le deuxième choix. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Ça va? Ça va. Tu travailles? Je travaille. Tu es bien? Sur ce plan-là, j'ai pas de soucis. J'ai pas de problème sur ce plan-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont jugé par rapport à ça. Mais je peux pas leur en vouloir parce qu'ils savaient pas. Parce que je n'en parlais pas. Bah, c'est l'occasion aussi pour moi de m'excuser, d'avoir cru, d'avoir pensé ça. Donc je m'excuse, Rosine. Pour ça, c'est... Et donc, ce qui explique aussi le fait que je voulais pas spécialement avoir trop de liens avec toi. C'est que j'arrivais pas à te comprendre. Et puis, tu t'es parti en Haute-Savoie, en Suisse. Enfin, je me suis dit, non, vraiment, c'est trop de complications. Mieux... Non, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est quand tu es une personne qui prend sur toi, et tu subis, parce que honnêtement, on savait que mon oncle, il faisait des coups comme ça. Mais de là à faire, c'est un membre de sa famille, moi, j'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, quand ça m'arrive à moi, c'est là que je réalise qu'en fait, il avait déjà proposé à d'autres membres de la famille qui ont compris que c'était le fait, comme on dit. Et moi, j'étais la victime, en fait. Parce que, si tu viens, que je te considère comme ma personne, tu viens, tu me dis, et si j'ai un souci, est-ce que tu peux encaisser le chèque pour moi? Je sais pas pourquoi je vais te dire non, en fait. En plus, venant d'un membre de ma famille, je me dis, si ça avait été l'inverse, il aurait fait pareil pour moi, tu vois. Donc, ça, en fait, c'est ça qui s'est passé, en fait. Et comme j'ai pas eu le soutien familial, parce que non seulement il y a eu ça, mais en plus, il mentait auprès de la famille en disant que j'étais sa complice. Tu vois, comment toi-même tu vas être complice de ça, en fait, pour te retrouver interdite bancaire? Donc, je me suis sentie pas comprise. Et j'ai eu une opportunité par une amie qui était déjà dans la région. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai arrêté les études comme ça et grâce à Dieu, je suis arrivée. J'ai même pas fait un mois, j'ai trouvé le boulot à Genève. Et c'est comme ça que j'ai pu payer mes dettes. Mais j'ai décidé de rester dans la région parce que de toute façon, étant ici à Paris, c'est pas comme si toute ma famille qui est ici me servait à grand chose en fait. Donc c'est comme ça que j'ai pris mon envol et je suis partie. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire à ta fille, ta fille que tu auras demain? À ma fille, j'aimerais juste lui dire qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle a été désirée et qu'elle pourra toujours compter sur moi. Et je vais essayer d'être une mère différente de ma mère. Je vais pas l'acculer et tout, mais voilà. C'est genre, tu sais, et comme avec mes sœurs, elles savent que si elles ont besoin, je suis là. Mais chacun, c'est un peu à distance en fait. Donc c'est ça. À toutes les filles, toutes les femmes, tous les garçons qui se reconnaissent dans ton histoire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De pardonner et d'avancer. Parce que de parler aussi. Parce que je sais que peut-être que j'avais parlé plus tôt, ça aurait été peut-être différent. Je me dis, hein. Mais après, avec le vécu que j'ai eu aussi, j'avais pas trop droit à la parole en fait. Parce que même, tu sais comment ça se passe. En tout cas, moi, dans mon enfance, dès que tu parles, on te tape. Tu parles quand on te parle. Tu réponds quand on te répond. Quand on te parle, tu vois. Du coup, c'était la bastonnade. On te parle, tu réponds pas, c'est la bastonnade. Donc, en fait, au final, tu savais même pas quand il fallait parler. Donc, c'est un peu ça. Il faut parler, il faut dire les choses. Ça libère, ça fait du bien. À tes frères et sœurs, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'on soit différents, que nos rapports soient différents de ce qu'on a connu. Qu'on soit soudés, qu'on puisse compter les uns sur les autres et qu'on puisse pardonner à notre maman. Parce que la frustration, là, elle est énorme, en fait. Et moi, je sais que là, quand je vais sortir d'ici, j'aurai un poids en moins par rapport à quand je venais, en fait.
Donc, je pense que c'est important de pardonner. Et d'essayer de la comprendre aussi. Parce que, au final, j'ai l'impression que nous aussi, on ne la connaît pas. En fait, on se plaint d'un truc. Et au final, peut-être nous-mêmes aussi, on ne fait pas plus d'efforts que ça pour essayer de la comprendre. Comprendre pourquoi elle est comme ça maintenant, tu vois. Et c'est un peu ça. Merci, Rosine. Merci à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode Si Maman m'avait dit, en compagnie de Rosine. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Je ne sais pas si vous écoutez l'épisode en voiture, au sport ou à la maison. Mais j'espère que, en tout cas, ces mots, vous les porterez aussi loin. Et que si vous avez des personnes qui vivent ou ont vécu ce type d'histoire, vous pourrez leur prêter votre oreille, toujours sans jugement, avec beaucoup d'empathie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire via le hashtag Si Maman m'avait dit ou aussi sur mon compte Facebook ou sur Twitter. Toujours avec le même hashtag Si Maman m'avait dit. Et je passe le micro. Vous êtes déjà habitués au Dr Steve Mukam et à Herman Kom qui vont nous parler du Covid-19. Et d'ici là, we keep in touch et à très vite. Merci beaucoup Diane Audrey. Alors, chers auditeurs, chers amis, nous sommes de retour avec le Dr Steve Mukam pour parler de la pandémie du Covid-19. Alors aujourd'hui, le Dr Steve va nous parler de son expérience en tant que personnel de santé qui a été infecté par le Covid-19. Alors docteur, vous avez été infecté par le Covid-19 au départ. Comment l'avez-vous suspecté? Déjà, Eman, je travaille bien sûr dans un hôpital et au sein de la formation sanitaire, nous recevons chaque jour des patients en consultation et j'avais reçu particulièrement ce jour un de mes aînés ou alors un de mes collègues, je préfère dire c'est ainsi, qui présentait des symptômes de fatigue, de fièvre et de mal de tête très intenses qui étaient vraiment persistantes. Donc il était venu, bien sûr nous étions protégés, il avait son masque, moi j'avais tout mon équipement de protection, mon masque, ma casaque et tout le reste. Donc je l'ai examiné, je l'ai consulté et chez lui j'ai suspecté qu'il pouvait avoir un début d'infection Covid-19. C'est ainsi donc que j'avais demandé à ce qu'il puisse faire son test. Il a réalisé son test de Covid-19 qui est revenu positif directement parce que l'hôpital où je suis n'était pas un centre de prise en charge au moment donné. Donc il avait été référé vers un centre de prise en charge immédiatement après le diagnostic qui avait été posé le même jour. 8 jours plus tard, je me suis rendu compte que j'ai commencé à développer une fatigue très intense. Véritablement, Eman, on sent une différence. Cette fatigue, elle est très importante. Donc, j'ai développé une fatigue et une fièvre également très importante. Je faisais des fièvres à 39, à 40, qui ne cédaient véritablement pas. Directement, j'ai suspecté que ce patient m'a infecté. Rapidement, je suis allé au niveau d'un test. Rapidement, je suis allé pour faire un test de dépistage. Premièrement, un test de dépistage rapide au sein de notre hôpital qui est revenu positif. Directement, j'ai été amené au centre de prise en charge, celui de l'hôpital central. À ce moment-là, j'ai vu un de mes collègues qui m'a fait une réévaluation. Il a pris mes paramètres, il a demandé mes antécédents médicaux. Et comme je présentais très peu de symptômes et je n'avais pas d'antécédents médicaux contributifs, donc je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'obésité, je n'ai pas d'hypertension et j'avais une bonne saturation, c'est-à-dire lorsqu'on prenait ma saturation, elle était très bonne. J'avais été classé comme infection Covid-19 léger. Donc j'avais été mis comme patient à traiter à domicile. Alors docteur, une fois votre test confirmé, comment avez-vous été pris en charge? Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez été mis à domicile. Qu'est-ce qui a été fait de plus pour vous conduire vers une guérison? Déjà, Eman, comme je le disais, après la réalisation de mon test qui était revenu positif, j'avais été classé comme patient à forme légère, donc j'ai été autorisé à suivre mon traitement à domicile.
j'avais été mis sous traitement à la maison, un traitement que je prenais chaque jour, qui avait été fait à base d'antibiotiques, à base d'antalgiques aussi pour baisser la fièvre. J'avais également des supplémentations en vitamine C, des supplémentations en zinc. Comme je disais dans les épisodes précédents, toute cette supplémentation nous aide à booster véritablement notre système immunitaire pour pouvoir répondre à cette infection afin que notre organisme puisse l'éliminer plus rapidement. Donc, une fois à la maison, j'étais confiné uniquement dans ma chambre, je ne sortais pas. L'avantage que j'avais, c'est que où je réside, ma chambre était à l'extérieur. Donc, les autres membres de la famille n'avaient véritablement pas accès à moi. Déjà, j'avais interdit à mes parents d'avoir accès à moi parce que j'ai des parents qui sont diabétiques. Donc, connaissant le risque qui les exposait, donc j'avais interdit toute communication entre eux et moi et toute visite à domicile. Mais bien avant d'être admis à la maison, j'avais également insisté à ce que toutes les personnes de la maison puissent réaliser leurs tests. Donc, tous les membres de la maison ont réalisé leurs tests qui est revenu négatif. Et on avait scindé la maison, j'étais de mon côté, ils étaient de leur côté. Après la disparition de vos symptômes, avez-vous directement repris avec le travail? Déjà, j'ai été prise en charge à la maison pendant une durée de 14 jours. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai été mis sous traitement, jusqu'à disparition des symptômes, on pouvait compter dans les 10 jours. Mais je devais attendre encore pour pouvoir remplir tous les 14 jours qui sont obligatoires lorsqu'on suit un traitement à domicile. Donc, après ce traitement de 14 jours, je suis allé faire mon test de contrôle qui est revenu négatif. J'ai encore dû patienter 3 jours à la maison avant de reprendre le travail. Mais là, c'est parce que j'ai juste bénéficié d'une faveur du patron qui a demandé à ce que je puisse encore rester à la maison. Mais sinon, après 14 jours, on peut reprendre le travail. Mais moi, j'ai attendu 17 jours avant de reprendre le travail. Concernant la stigmatisation autour du COVID-19, docteur, est-ce que vous avez un mot pour ces personnes qui ont peur d'être vues autrement s'ils sont testés positifs au coronavirus? C'est vrai qu'à partir du moment où on est testé positif, chez beaucoup de personnes, s'installe rapidement une angoisse et une peur, mais surtout une peur vis-à-vis du regard des autres. Mais cela ne doit pas vous bloquer ou alors vous empêcher de suivre au traitement parce que lorsqu'on est testé positif, on doit informer les membres de notre famille ou des personnes avec qui on était en contact que nous avons été testés positifs. Ceci dans le but de tracer toutes les personnes contacts et les amener à faire également leur test. Donc ne voyons pas ça comme une fatalité, comme un coup du mauvais sort. Non, on peut être infecté par divers moyens. On peut être infecté parce qu'on a à un moment donné relâché avec les mesures barrières. On peut être infecté quelquefois parce qu'on a été à un événement et on n'a pas respecté ces différentes mesures de distanciation. Donc à ces personnes-là qui sont testées positives, ce que je recommande déjà, c'est d'informer les personnes qui leur sont proches, c'est d'informer les personnes avec qui ces personnes ont été en contact. Une fois que vous le faites, ces personnes doivent réaliser les tests de dépistage également pour être sûr qu'elles à leur tour ne sont pas infectées par le coronavirus. Une fois que cela est fait, vous devez être pris en charge par un médecin qui va faire une évaluation complète de votre état de santé, qui va déceler vos antécédents médicaux, qui va vous mettre sur traitement et qui va vous classer. C'est très important d'être classé parce que suivant les différentes formes, vous pouvez être classé comme patient léger, comme je l'ai été, ou modéré, ou alors sévère si vous avez des symptômes comme une difficulté respiratoire ou une gêne à l'expiration. Donc là, c'est quelques conseils que je peux donner. Donc, n'ayez pas peur et dites-vous bien que lorsque vous êtes sur traitement, vous avez plus de chances de guérir et de sortir de là sans séquelles. Docteur Steve, avez-vous été vacciné? Non, je n'ai pas encore été vacciné pour la simple raison que j'ai été infecté par le COVID-19 il y a 2 mois. Donc, selon le protocole, je dois attendre 6 mois avant de me faire vacciner. Mais déjà, tous les membres de ma famille, ceux qui habitent avec moi, ont tous été vaccinés la première et la deuxième dose. Donc, je recommande vivement à nos auditeurs et à toutes les personnes qui nous suivent de se faire vacciner. Parce que si tout le monde se fait vacciner, ou alors la majorité des personnes se font vacciner, nous aurons une immunité
collective assez importante et ainsi réduire la propagation du virus et sa circulation au sein de notre communauté. Merci beaucoup, Dr. Steve, pour ce témoignage. Chers auditeurs, chers amis, nous voici donc à la fin de nos épisodes sur le COVID-19, powered by Free Press Unlimited, qui a souhaité à sa manière contribuer à la réponse africaine face à la pandémie du COVID-19. D'ici là, on se dit à bientôt. Au revoir.